je viens de parler à mes conseillers en affaires de sécurité nationale qui m'assurent qu'on est en train de tout faire pour assurer la sécurité des Canadiens et on continue à travailler avec nos alliés à travers le monde avec une vigilance accrue, évidemment. C'était la réaction de Justin Trudeau à chaud vendredi, juste au dénouement de la crise à Paris. À ce moment-là, certains vous diraient que, comme Emmanuel l'abordait tout à l'heure, que la réaction aujourd'hui n'a pas tellement changé. Ça a de quoi alimenter la discussion avec notre panel. Ce matin, je vous les présente. Manon Glowinski, elle est analyste politique à Radio-Canada. Manon, bonjour. Bonjour. Et Paul Wells, rédacteur en chef du bureau politique du magazine Maclean's à Ottawa. Bonjour, Paul. Bonjour. Bon, commençons par vous, Manon. Vous avez entendu la réaction. Vous étiez là vendredi. Ça n'a pas tellement changé et il n'y a pas beaucoup de substance là-dedans. Il est un peu pris au dépourvu, M. Trudeau, quoi? D'abord, il a été très ébranlé. Je pense qu'on l'a senti vendredi au départ, très, très solennel en arrivant au micro, grand soupir avant de commencer à parler. Et une seule question à laquelle il n'a pas répondu, une question inévitable, certainement. Est-ce que ce qui se passe à Paris vous donne matière à réflexion pour changer votre promesse de faire cesser les frappes aériennes canadiennes? Est-ce que vous pourriez, par exemple, ne pas modifier la loi antiterroriste adoptée par le précédent gouvernement? Et M. Trudeau ne répond pas à ça. Vous dites, ça n'a pas beaucoup changé. Je pense que là, on a la preuve de l'inexpérience d'un jeune premier ministre qui vient vraiment d'arriver, qui s'en allait vraiment très sereinement vers un sommet du G20 et ensuite un sommet de la PEC où il allait s'entretenir pour la première fois avec les grands de ce monde et la réalité qu'il rattrape. Ouais. C'est difficile de s'adapter. Qu'est-ce que vous voyez comme réaction vous, quand vous le regardez, Paul Wells? Je suis moins certain qu'on est en face d'un premier ministre qui ne sait pas où aller. Garder le cap, c'est aussi une qualité en politique. Aller parler de l'économie à un sommet de G20, garder une certaine marge de manœuvre, comme on a vu avec votre entrevue avec Dominique Leblanc ce matin. Ils ne disent pas qu'ils ne vont pas changer leur politique sur les CF-18 et sur les réfugiés. Ils disent que pour l'instant, ils voient toujours les mêmes raisons de soutenir ces politiques-là, mais je pense qu'il y aura des discussions assez poussées entre ministres ici au Canada et en Turquie dans les prochains jours. Mais entre garder le cap et ne rien dire ou ne rien annoncer, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu que M. Trudeau aurait dû adopter? C'est sûr que je partage la perception de Manon. Il avait l'air ébranlé vendredi soir. Et c'est sûr que ce sont ses premiers sommets, ce sont ses premiers voyages à l'étranger comme Premier ministre. C'était très important pour lui de marquer un certain coup en ayant des choses à dire. Là, tout est bousculé. C'est sûr que c'est difficile pour le nouveau Premier ministre. Et d'une certaine façon, Justin Trudeau doit jouer avec la main qu'il a. Et c'est sûr que ce n'est pas un Barack Obama, par exemple. Barack Obama arrive au sommet du G20 à Antalya. Il se rajoute une bilatérale avec le roi d'Arabie saoudite, qui est aussi sur place. Justin Trudeau n'est pas de ces joueurs-là. Et il doit, d'abord et avant tout, c'était son but, rétablir l'image du Canada dans le monde, établir aussi son sérieux à lui qui arrive sur la scène internationale. Donc, c'est difficile pour nous de vouloir le voir comme un joueur de tête là-dessus. Ce serait vraiment trop lui demander en ce moment. Mais de là à dire, par exemple, ce qu'ils ont fait aujourd'hui au sommet du G20, c'est-à-dire maintenir une annonce de millions de dollars d'aide en infrastructure à l'Indonésie, un partenariat avec la Banque mondiale, je crois. Bon, ça, c'est dur. Hein? C'est vraiment très, très difficile de trouver un juste milieu entre ce qu'on avait prévu faire et comment il faut modifier, comment il faut s'adapter compte tenu des événements. Paul, vous avez attentivement écouté le discours de M. Hollande hier. Vous avez noté ce langage qu'il a utilisé. La France est en guerre. Et ça a des implications
au niveau de l'OTAN. Le Canada fait partie de l'OTAN. Manon soulevait tout à l'heure le fait que, est-ce qu'on a encore les moyens de réviser C-51, de mettre un terme à l'utilisation des chasseurs là-bas? Comment vous voyez ça dans le contexte soulevé par l'OTAN? C'est vrai que lorsque le premier ministre et le président de la France parlent d'un acte de guerre, il se peut qu'ils interpellent l'OTAN. Mercredi prochain, il y a la réunion hebdomadaire de conseil de l'OTAN à Bruxelles. Il se peut que la France demande de l'aide à ses alliés. De façon formelle, ça ne s'était fait qu'une fois, le 11 septembre 2001. Oui, c'est ça. Et donc, c'est peu probable. Mais il y a un joueur important dans toute cette histoire-là qui est absent, qui n'est plus là, et ça aussi ébranle le premier ministre. C'est Stephen Harper. Parce que lorsque les CF-18 en Irak étaient la politique de Stephen Harper, c'était facile pour un chef d'opposition de réagir, de gagner à réagir. Mais là, c'est la France attaquée. C'est un gouvernement socialiste qui donne la République. C'est un premier ministre du Québec qui souhaite l'implication du Canada. C'est très différent. Ouais. Et je pense que ça fait partie de la prudence qu'on a entendue chez Dominique Leblanc tout à l'heure. C'est-à-dire que, M. Leblanc fait comme M. Dion a fait hier, c'est-à-dire maintenir la promesse que le Canada va cesser de participer aux frappes aériennes, mais continuer de contribuer à la coalition. Ça, c'est très important pour ce gouvernement-là de le préciser. Mais en même temps, on sentait M. Leblanc prudent quand il dit il faut consulter nos alliés, il faut travailler avec nos alliés. Et je pense que Paul, là-dessus, a tout à fait raison. L'OTAN, les obligations que nous impose au Canada l'article 5 de l'OTAN sont des obligations qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que Justin Trudeau, ça aussi, le sait. Maintenant, est-ce qu'il sera aussi faucon que l'était Stephen Harper? On a entendu Mme Ambrose hier, la leader intérimaire du Parti conservateur. Mais moi, j'ai trouvé que Mme Ambrose, c'était peut-être un peu vite. Honnêtement, je pense qu'on n'en est pas là. Pour l'instant, le Canada est impliqué jusqu'en mars 2016. Donc, on n'a pas... ça n'a pas été l'élection de Justin Trudeau et le retour des F-18 au Canada. Là. Ils sont encore là, ils participent. On a encore entendu parler de frappe la semaine dernière. Donc, peut-être un peu vite, Mme Ambrose. Justement, on se pose des questions sur la réponse de Justin Trudeau, mais justement, il n'y a pas de demande encore. Et voilà. Une guerre, ça présuppose une conseil de guerre, il n'y en a pas jusqu'à date. Bon, voyons voir, ça va peut-être arriver dans le courant de la semaine. J'aimerais aborder la question des réfugiés syriens, parce que là, on va voir tout ça arriver sous une toute nouvelle lorgnette. On veut toujours, en tout cas, on maintient du côté du gouvernement cette volonté de faire venir 25 000 réfugiés syriens au Canada d'ici la fin de l'année. Est-ce que dans le contexte des attaques de Paris, c'est encore une nécessité? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir l'échéancier là-dessus, Paul? Surtout qu'on a trouvé un passeport de quelqu'un qui était supposément arrivé depuis la Grèce de la Syrie. C'est sûr que sur mon compte Twitter, j'en reçois déjà des demandes des gens qui disent sur 25 000 personnes, s'il y en avait 1 sur 1000 qui avait des intentions néfastes, ce serait la catastrophe. Il se peut qu'on ralentisse l'accueil de ces réfugiés-là, mais là encore, et Dominique Leblanc et le premier ministre n'ont pas encore changé de cap sur cette politique-là. Ouais. Mais encore là, 1 sur 8 en France, voilà. Là, et les autres, citoyens français, vivant en France, vivant en Belgique, donc pas nécessairement des gens qui sont venus à Paris précisément pour ça. On parle beaucoup de cellules dormantes, de modes d'opération semblables à ceux d'Al-Qaïda jadis. Donc, est-ce que vraiment, dans ces réfugiés-là, il n'y a pas que, comme le soulignent les ministres du gouvernement, des gens qui fuient le groupe armé État islamique? Est-ce que c'est pas surtout ça? Et est-ce que ne pas les accueillir, c'est pas plutôt favoriser, donner un argument de recrutement de plus à ces organisations? Mais est-ce que la caution sociale qui est nécessaire pour ce genre d'opération-là n'est pas un peu diminuée par les attaques de vendredi? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de ce côté-là? C'est sûr qu'il y a de la nervosité dans les populations occidentales. On a lu dans le New York Times ce matin une analyse comme quoi l'État islamique semble avoir changé de stratégie pour ne plus se concentrer sur la région du Moyen-Orient et justement pour aller donner l'attaque à l'étranger. Si c'est un vrai changement de stratégie de l'État islamique, ça change aussi, ça devrait changer aussi la réponse des États occidentaux. Madame, il reste une vingtaine de secondes. On sait que la stratégie du gouvernement est prête, c'est qu'il s'apprêtait à l'annoncer. Est-ce qu'il va vraiment
peut-être attendre un peu, faire preuve de prudence. C'est possible. Avant même qu'il l'annonce, on sentait dans la population qu'on tolérerait que ça prenne un petit peu plus de temps. On verra, ça devrait être fait cette semaine, probablement. Manon Glowinski, Paul Wells, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.